bonjour à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. La composition de cette feuille de match, la 265e. Il a passé la journée à serrer des mains et faire des sourires. On dirait qu'il prépare son mandat politique. Quoique, c'est notre ami Vincent qui sera gardien des réseaux et de la vidéo. Comment il va ? Ça va bien. Voilà, c'est bon. C'était ma demi-imitation de Fredo. Il y en a qui font mieux que ça. Ça va, écoute, super. Hein. Bisous. Super, merci. En défense, il se voulait professionnel dimanche pour commenter le match, mais le supporter a repris le dessus dans les dernières secondes pour notre plus grand plaisir. C'est bien entendu. Sacha, comment il va ? Bien. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas passé un dimanche comme ça. J'ai bien dormi. Bien profité lundi. Là, on est bon. Au milieu de terrain, il prend le relais du professeur Fredo, mais il sait pas encore si c'est lui qui va s'allonger sur le divan depuis que le TF est passé devant Montpellier. C'est Ben, comment il va ? Ça va. Je vous ai vu passer devant, espérons que je nous revois passer devant. La saison prochaine si tu veux. Non, d'ici 15 jours. Après Metz. Il est présent que quand on gagne, mais bon, on espère quand même le voir vendredi prochain en plateau. Hein. C'est Auxence, comment il va ? Ah bah moi je pensais que t'allais parler de Nathan. Je suis déçu parce que c'est pas vrai en plus. Mais c'est vrai. Bonsoir à tous, je suis très content de venir débattre d'une super victoire. Et il est présent que quand on gagne, on espère le voir vendredi prochain sur le plateau, c'est Nathan. Ça va, de retour de suspension. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu. Mais t'avais fait quoi pour être suspendu aussi longtemps ? J'avais dit du mal de Carles, je pense. Il était blessé, il était en fauteuil, du coup c'était pas ouf. C'est marrant ça. Non mais voilà, très content d'être revenu. En plus je reviens quand on gagne, donc voilà, c'est peut-être un signe. Ouais, mais tu sais, il y a 2 signes. Il y a le maillot noir manche longue de Sacha qu'il faut garder au Danu, et tes retours dans les émissions. Voilà. Bah, je reviendrai plus souvent alors. Mais écoute, on l'espère bien, il est pas venu commenter dimanche car il était fatigué. On lui a dit de regarder le match pour se taper sa meilleure sieste, mais depuis il est sous Xanax parce qu'il a pas dormi. C'est Clément, comme il va. Eh ben très bien messieurs, je n'ai pas dormi à cause de vous du coup, mais malgré la seconde mi-temps dégueulasse, le Xanax m'a fait garder le sourire, donc tout va bien. Donc coucou aux absents, donc Fred, Elliott, Rémi et Mehdi au programme les actus du TFC, un gros retour Reims TFC, et ensuite on aura le divan du professeur Data qui sera avec nous. C'est Ben qui sera le prof ce soir. Donc on sera tous ensemble pour ça. Vous pouvez bien sûr réagir en direct sur le Twitter #FDM Toulouse, sur notre compte FDM Foot, sur la vidéo du Facebook Live de notre page ainsi que celle de Radio Occitania, ainsi que Twitch et aussi YouTube. Donc sur la feuille de match, est-ce qu'on a du monde qui est connecté, Vincent ? Ouais, pas mal de monde qui est connecté, qui nous a signalé des petits problèmes de son au début, mais logiquement là ça devrait aller mieux, j'espère. On a Klein Sport, on a Fumo, on a Freefly aussi, on a Olivier, on a Cédric, on a Guy, on a Jean-Luc, on a TSN1, on a Jonas aussi. Je crois que j'ai salué tout le monde de mon côté. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Première info mercato, oui, qui est officielle depuis quelques heures seulement, c'est sur Kjetil Haug, qui est prêté à Bodo Glimt en Norvège, si je dis pas de bêtises, prêté jusqu'en juin 2024 avec une option d'achat, alors qu'il revenait d'un prêt à Sarpsborg. Bon, malheureusement, il n'aura jamais réussi à s'imposer au TEF. On va attendre qu'ils aient fini leur réglage, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce prêt ? C'est assez logique. Il aura garni son palmarès quand même. Hein. Puis écoute, il avait déjà été prêté, ça s'est pas trop mal passé. Et de toute façon, c'est complètement bouché à Toulouse, donc ça m'étonne pas du tout. Mais non, mais on en a parlé la semaine dernière, puisque de toute façon, fin du mercato en France ne veut pas dire fin du mercato partout. Et quand on voit la situation actuelle, il aurait clairement pas eu de temps de jeu en fait. La Coupe de France on est sorti, l'Europa League ça s'annonce compliqué, donc il reste pas tant d'opportunités que ça finalement, donc c'est bien qu'il aille grappiller du temps de jeu. Oui, c'est surtout qu'en plus ça, avec la hiérarchie actuelle, il passait vraiment numéro 3. Vu que Dominguez a fait je pense que Dominguez passe devant. Donc Nathan, qu'est-ce que tu en penses toi ? Bah écoute, il nous aura marqué, ça a été quand même le gardien de l'épopée Coupe de France. Hein. Voilà, dommage de pas l'avoir... Ça l'a un peu cramé l'arrivée de Dominguez et ça l'a vite rétrogradé au rang de 3e gardien. Donc on lui souhaite bon vent et puis qu'il grappille du temps de jeu un petit peu. Écoute, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, je rappelle, il est prêté avec option d'achat, donc donc il y a des chances de pas le revoir. Voilà. Okay. Puis ça reste un jeune joueur. Pour un gardien, il reste, il a des belles années devant lui, donc c'est mieux d'avoir du temps de jeu. On sait que c'est un poste particulier. La première news, c'était par rapport à l'ANS. On en a parlé pendant le match dimanche. Il y a eu une action commune de tous les groupes ultra français ce week-end. Donc une banderole commune avec oui à une réforme de la commission de discipline. Alors qu'est-ce que ça voulait dire tout ça ? On vous explique tout
De suite, donc l'ANS, l'Association nationale des supporters, qu'on a déjà reçu plusieurs fois d'ailleurs dans l'émission, ils ont fait un communiqué donc dans la semaine où ils dénoncent dans leur communiqué les sanctions amendes imposées au club. Alors je vais vous lire une partie. Donc cette saison 2023-2024 marque clairement un point de bascule historique et s'annonce comme une saison record. D'une part, en ce qui concerne les sanctions pécuniaires qui pour certaines mettent en péril la santé financière des clubs de foot, le montant de celle-ci doublé depuis le début de la saison, décision prise unilatéralement sans aucune justification. D'autre part, les championnats de L1 et L2 n'auront jamais vu autant de tribunes fermées pour utilisation massive et festive d'engins pyrotechniques. Au passage, et ça c'est moi qui le rajoute, qui s'en sert pour faire la promo de leur championnat. Donc on est sur de l'hypocrisie totale. Ensuite, ils disent que certaines se voient même sanctionnées à domicile pour des faits qui ont été commis à l'extérieur. Ça, c'est incroyable, par contre. Oui. Donc, ils dénoncent la non-transparence de cette commission, et pour cela, parce qu'ils ne font pas que dénoncer dans le communiqué, pour y remédier, ils proposent plusieurs axes de travail. Donc, ils veulent que des membres de cette commission doivent être élus par les clubs en fonction de leurs compétences et de leur connaissance du foot pour un mandat d'une durée définie. La deuxième, c'est la nécessité d'une refonte complète du règlement de discipline avec la mise en place de barèmes définis et non à titre indicatif. Donc c'est pas un peu comme ils veulent et faire à leur sauce. La fin des fermetures de tribunes pour usage de pyro de manière festive, comme c'est le cas dans plusieurs pays d'Europe. Je vous laisse regarder ce qu'a fait le Genoa ou la Samp, je ne sais plus exactement, il y a une semaine ou deux, 0 amende, rien du tout. Quand on parle de pyro festive, c'est juste pour une animation de tribune. On ne parle pas des jets de pétards, des jets d'engins pyrotechniques, etc. Ce qui se passe dans 99% des cas, en général, c'est de la fête. Mener un travail avec les parlementaires afin que l'obligation de résultat en matière de sécurité qui asphyxie les clubs devienne une obligation de moyens. Car oui, aussi dans tout ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ils demandent beaucoup aussi en termes de sécu, en termes de nombre de policiers, de machin, etc. Et donc il y a certains clubs qui se trouvent un petit peu dépassés. Et surtout, je pense un des points aussi les plus importants, c'est rendre public l'ensemble des décisions et des rapports comme le fait actuellement en toute transparence l'UEFA, chose qui n'est pas faite à la Ligue. Et pour finir, ils appellent les clubs qui composent la Ligue, donc L1, L2, à se réunir pour parler de cette réforme et voir ses axes de travail. Donc c'est pour ça que vous avez pu voir fleurir dans toutes les tribunes ce week-end, pas mal de tribunes, cette fameuse banderole. Donc oui, à la réforme de la commission de discipline. Donc c'est un grand combat mené par l'ANS. Qu'on soit pour ou contre les ultras, je pense qu'il n'y a pas à être pour ou contre. C'est juste là de la simple, on va dire, logique. Il y a des choses qui sont faites, qui sont illégales, qui sont très mal faites. Quand on voit les arrêtés, des fois qui tombent à 24 heures d'un match, on pense à Marseille-Lens, on parle même pas pour Toulouse, là quand les Lensois étaient descendus, c'est à Marseille, oui c'est ça. Non, il y a Montpellier où ils ont pu rentrer 45 minutes avant, c'était n'importe quoi. 24 heures avant dans ce truc, un déplacement ça se fait pas non plus en 45 minutes, et quand on voit en plus les raisons, des fois c'est complètement lunaire. Donc voilà, il y a quelque chose, ils essayent de prendre le problème, on va dire, à la racine. Ce sont des gens compétents qui sont pas bêtes non plus, ils savent qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses aussi en tribune, ils font aussi la part des choses, mais en attendant ils veulent réformer, essayer de faire quelque chose. Les groupes, pratiquement tous les groupes ont suivi, ce qui est un petit peu logique. Maintenant, nous on est un peu dans un petit peu dans le berceau, pas tous. Vous de l'extérieur, comment vous voyez ça, les gars? Est-ce que vous trouvez ça logique? Bah toi t'as bien connu ça, ça Montpellier là. Ouais, pour moi il est temps. Allez, Romain Coutin l'a appelé, vas-y. Bah non, mais j'ai un stade qui voit entre un quart et un tiers de sa saison une tribune fermée, donc c'est très chiant. J'y étais il y a 10 jours, comme je disais c'était une cathédrale. Non, moi je suis pour la non-sanction, tant que c'est maîtrisé. Enfin voilà, il y a différents degrés. Enfin l'anniversaire du TEF par exemple c'était très beau et ça sera utilisé c'est sûr pour promouvoir. Donc on a pris une tribune fermée. Et t'as pris tribune fermée, Rennes pareil, donc Brest l'avait ce week-end encore. Non, tu as eu tribune fermée aussi, je crois. Je me souviens aussi que quand on était en aussi, Ligue 2, on avait eu une expérimentation contre le match à Grenoble. Oui. On n'a jamais vu la suite au stadium. Oui. C'est ça, c'est qu'on n'a jamais vu de suite. Il y a eu une expérimentation qui finalement a été un succès puisqu'il n'y a jamais eu de blessés, il n'y a jamais eu de retour négatif. Il y a peu de ça avait été, mais c'était très lourd. Les conditions étaient très lourdes. Ça avait été fait ailleurs, non? Il me semble aussi, pas côté F. Oui, et puis moi je me souviens. Ce que je veux dire, c'est que ça a apporté quoi? Oui, c'est une main tendue au final qui. Il n'y a pas eu de débouché derrière. En tout cas, dans l'eau pour le coup, non. Oui. Après, les politiques s'en tapent un peu, et ce qu'ils veulent et ce qu'il faut comprendre pour ceux qui suivent ça de loin, c'est qu'ils voient un match, ils disent oh là mon Dieu, ça reste des trucs, hop, arrêtez, paf, et on trouve des excuses, des machins, et on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à expliquer, et c'est ça aussi qui est dénoncé, c'est qu'il n'y a aucune transparence. De dialogue surtout. J'ai quand même
envie de voir l'aspect positif des choses, puisqu'on en avait déjà parlé ici, quand il y avait des problèmes de répression des supporters. Tout ce qui peut concerner l'échange et le dialogue, plutôt que la répression bête et méchante, ça ne pourra être que mieux que ce qui se fait actuellement. Et puis surtout que quand on voit les propositions et les mesures qu'il y a dans le communiqué, elles me paraissent pas insurmontables, loin de là. Donc ça a l'air d'aller dans le bon sens. Donc je suis satisfait et je pense qu'il y a des raisons de l'être pour tous les supporters du foot français. C'est quelque chose de très sérieux, l'ANS. C'est une vraie asso, enfin, et pas de fausses assos, mais ils ont quand même un poids dans le milieu des tribunes. Public, ouais. Et ce qu'il faut comprendre, et ce que j'aimerais que les gens du grand public comprennent, c'est que ce qui se passe en tribune chez certaines personnes, c'est qu'il y a une grosse répression qui est faite et des choses illégales. Alors des fois, on voit les grands journaux, les grands titres, là où il y a des faits, où on va montrer que les choses négatives et des choses très négatives. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de petites choses qui se passent, qui font, et il y a des gens qui sont interdits de stade pour rien, par exemple, ou pour des choses qui sont totalement pas cohérentes. Et c'est ça aussi qu'ils ciblent, ils veulent de la transparence. Et je pense que dans un pays comme la France, de droit, on se donne le droit aussi d'avoir de la transparence, et c'est pas insurmontable. Moi, si je peux ajouter aussi une petite ligne, la bière avec alcool aussi, ça pourrait être sympa, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est pas un débat, ça c'est un souhait là. Non mais ça c'était la petite pause. Au moins pour les équipes qui jouent le maintien, quoi. Mais on compte le nombre de buts que tu vas rater s'ils remettent de l'alcool dans la bière. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais on pourrait se dire qu'on voit des matchs sympas en plus, quoi. C'est bien la bière. Non, mais à quelle couleur il joue Toulouse? Plus sérieusement, bande de bâtards. La bière d'Europa c'est League, quelque c'est chose qui, je vous invite à aller suivre aussi un peu ce que fait l'ANS, et ils sont quand même assez objectifs sur plein de choses. Donc voilà, pour ceux qui comprennent pas, je vous invite fortement à aller sur leur compte et à suivre un petit peu ce qu'ils font. Les internationaux de la CAN, ça va être simple. Ils sont tous éliminés. Ils reviennent. Magri est revenu déjà. Costa et Diarra reviennent. Et encore une séance de tir au but raté pour Costa, le pauvre, en 10 jours. Ouais, c'est vrai. On l'embrasse. C'était un petit peu chaotique les deux. Enfin, c'était pas. Ouais. C'est joué là. Les deux, c'était prolongation, non? Les deux tirs au but. Les deux tirs au but. Et le Cap-Vert, il rate. Enfin, le gardien adverse arrête 4 pénaux. On va vraiment débriefer Cap-Vert après. C'est sûr. Et le gardien, d'ailleurs, pour la petite stat, c'est le premier gardien à arrêter 4 tirs dans une grande compétition. Personne ne l'a fait avant. Incroyable. Et c'est des beaux arrêts, c'est pas on lui tire dessus, c'est il va les chercher. C'est l'opposé parfait de notre séance de tir au but contre Rouen. Exactement. On a Freefly qui nous dit du coup que Costa et Diarra seront de retour à entraînement demain, mercredi. Mais voilà. Et peut-être dans le groupe pour dimanche. Logiquement, oui, puisqu'on a eu Magri qui a eu le temps de rentrer, reprendre l'entraînement et dans le groupe dimanche et même de jouer. Donc je pense que. Sauf pépin physique, oui. Oui, Ouais. voilà, sauf pépin physique. Et le temps de retrouver le banc pour Costa, quoi. Non, l'embrasse. C'est une petite blague. Non, Il y aura un vrai débat. Non, mais tu peux enchaîner avec ça. Il y aura un vrai débat vendredi sur ça. Le journal des prêtés. Begraoui a fait 2-2, enfin, contre Ajax pardon, avec son club de Pau. Il a été passeur décisif. Adam a marqué dans le match. Il a loupé le coche aussi à la fin. C'est Begraoui qui l'a loupé. J'ai mal tourné la Pardon, phrase. excuse-moi. C'est ça le multivers. Et après, on va enchaîner avec Birmancevic, Mulic, Fleming, Zanden, Cerber qui n'ont pas joué, tout simplement. C'est bien pour. Ça fait gagner du temps sur la chronique. Heureusement qu'on se répète tous les week-ends, tous les mardis pour dire qu'ils vont en prêt pour gagner du temps de jeu. Il n'a pas joué, mais est-ce qu'il a été retrouvé au moins, Fleming? C'était la trêve internationale, pas la trêve internationale, c'est la trêve dans les. Oui, il y avait la trêve hivernale plus les groupes, donc ouais, c'était. Cerber est parti en Erasmus. Et ça c'est bien. On termine avec Bangré avec 3 victoires contre Bordeaux. Il a joué 10 minutes. La Préfo, on va passer au résultat du week-end. La Préfo avec la Fabrique Violette, victoire 5-1 des U14 contre Lourdes, les U15 3-1 à Castanet, les U16 4-2 contre l'Union Saint-Jean. Tout roule. Ouais, la mauvaise nouvelle du week-end, c'est la N2. J'enchaîne donc. Du coup, on avait Alex qui était Alex, un ancien membre. C'est dommage qu'on n'a pas une musique un peu triste, tu sais, qu'on pourrait mettre derrière. Petit ange parti trop tôt. Exactement. qui fait partie de la FDM, qui est encore sur le groupe, qui nous envoie jamais de message, sauf quand il va voir les jeunes ou la N3. C'est un peu notre reporter sans frontières. Il a un sacré surnom sur la conversation. Oui. Il vient pas forcément, tu vois, même voir les matchs des. Enfin, il est au stadium, mais au Danube, il vient pas. Mais par contre, il tape tous les matchs du U19, du U17, de la N2. Il fait les DEP aussi. Hein. Nous, c'est. Oui, très bien. Mais pour nous, ça nous régale et c'est très bien. Et on l'embrasse. En plus, il est très fort au foot. Nouvelle défaite. Hier. Ouais, j'ai vu, il nous a tous été. Incroyable. Et sinon, la N2, elle a fait quoi? La N2, pardon.
Défaite 2-1 face à Toulon. Donc West Bauer avait ouvert le score. Lui, il arrivait à la 10e minute, donc il n'a pas vu l'ouverture du score. Il dit que jusqu'au rouge, c'était pas trop mal. Donc vers la 30e, ils ont pris le rouge à la 27e. Après, quand c'était à 10, ça n'a pas donné grand-chose parce que ça faisait que défendre et c'était un petit peu compliqué pour la N2. Il a trouvé Zouliani qui était pas mal et il nous dit tu sens qu'il a du ballon, il fait le jeu. Traoré devant, pareil, mais à partir de la 30e, il était tout seul, donc c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais bon, voilà, c'est les deux qui ressortent. Mais il a aussi beaucoup aimé le numéro 6, donc Pujol, qu'il a trouvé qui était pas mal défensivement, toujours bien placé avec de bons tacles. Et il disait que c'était pas mal jusqu'à la 80e, mais que bon, on a craqué 1-1, puis 2-1, et c'est une défaite. La N2 qui est dernière avec 3 points. Les avant-derniers ont 15 points. Ouais, très compliqué. Puis puis les scénarios qui sont pas vraiment en faveur. Le rouge très tôt. Surtout avec une équipe ultra expérimentée de Toulon, puisque c'est Cardinal le gardien qui se blesse. Il y avait Joël Mokedem, il y avait notre autre joueur qui a connu le haut niveau professionnel en France. Donc c'était El Mokedem, pour ceux qui ne savent pas, les plus jeunes, c'était la pépite. À l'époque, c'était le craquito du TEF qui joue à Toulon N2. Comme quoi une carrière. Attends, et t'as dit Cardinal Yoann Cardinal. Non, sérieux? Ouais, il est sorti sur blessure. C'était blessure, apparemment sur le choc qui amène le rouge. Pardon. J'ai un kebab pour vous, c'est ça. C'est chiant de me laisser des blancs à chaque fois. Je l'ai pas compris. Je l'ai pas compris, je t'avoue. C'était la merde à chaque fois. Il avait une sale réputation. Allez, les U19, ils ont fait quoi? Les U19, énorme performance. C'était les U18 qui étaient engagés du côté de la Gambardella. Victoire 3-1 face au Paris FC. Là-bas à Paris qui est quand même qui était favori sur le papier, avec un bien meilleur classement dans sa poule que celui de Toulouse. 3-1, donc but de Dao, donc Ismaël Silla Touré et Canvo pour le 3e but. Ils marquent la réduction du score 3-1 dans les arrêts de jeu Paris. Ils ont vraiment, il y avait je crois 0 sur la mi-temps, je ne vais pas dire de bêtises, ou 1-0 juste avant. 1-0 pardon, et après en seconde mi-temps ils ont baladé vraiment. Pour le coup c'était HKZ sur Instagram qui a partagé aussi quelques vidéos, parce qu'en plus c'était diffusé par la FFF sur leur chaîne YouTube. Il y a des phases de jeu à une touche de balle qui sont vraiment belles, où tu vois qu'ils font tourner la tête aux Parisiens pour le coup. En espérant aussi que ça puisse leur donner un petit peu d'entrain, d'élan pour le championnat, que ce soit pour les U19 ou les U17, que ça les aide aussi à lancer une meilleure série, vu que les deux équipes sont plutôt engluées dans le ventre mou, voire un cran plus bas. Et pour terminer, le tirage au sort, des huitièmes de finale, ce sera ce jeudi à 19h. Ouais. Les U17 étaient au repos du coup. Et ensuite on a Détroit, ça c'est l'autre bonne nouvelle du week-end, qui a gagné 4-0. Et comme chaque mardi, vous le savez dans la feuille de match, on a des petits vocaux du coach, avec des soucis techniques, parce que c'est toujours moi qui fais le montage et que je le fais souvent à la dernière minute. Mais en tout cas on le remercie pour nous répondre à nos questions. On a demandé dans la première question qu'est-ce qu'il avait pensé du match. On jouait Longueville qui était en deuxième partie de tableau, mais qui était plutôt sur une bonne dynamique. Elles sont venues chez nous en jouant très bas pendant 90 minutes. Même on a eu la chance de marquer assez vite. Je crois qu'au bout de 15 minutes, il y avait 2-0. Mais bon, elles ont joué très bas la plupart du match. Elles ont eu un petit sursaut en début de deuxième mi-temps, mais globalement, le match a été plutôt maîtrisé. Voilà, donc c'est une victoire qui nous fait du bien parce qu'elle nous permet de continuer à rester là-haut. Et elle a montré aussi que les filles savaient rester sérieuses, peu importe le niveau d'opposition qu'elles avaient en face d'elles. Ensuite, on a demandé, on a vu le doublé de Sonia Omega, encore une fois buteuse. On a demandé comment se passait, qu'elle était sur une belle lancée, comment se passait ce renouveau après sa blessure. Pour Sonia, c'est très bien pour elle, effectivement. Elle a été blessée en fin de saison. Elle a eu un début de saison un peu plus compliqué, puis elle a eu une blessure qui l'a empêché de jouer les matchs de fin d'année 2023. Puis au moment où elle est revenue, en janvier, là, elle est plutôt performante avec l'équipe, en tout cas décisive par ses buts. Effectivement, il y a beaucoup de joueuses qui marquent chez nous et qui permettent à l'équipe d'avancer. Même si je pense qu'on peut encore progresser sur l'efficacité offensive par rapport au ratio nombre d'occasions et buts marqués. Coach toujours très exigeant. Moi j'aime beaucoup en tout cas. On lui a parlé du prochain rendez-vous qui était le 18 février face à Colomiers. Et est-ce qu'il y avait du repos, des matchs amicaux de prévus? On va être au repos ce week-end. On va laisser les filles. On vient d'enchaîner 4 matchs d'affilée. On va essayer de faire des blocs de 4 matchs là sur la deuxième partie de saison, encore une fois pour préserver un peu les filles qui sont sur un double projet pour beaucoup d'entre elles.
Donc on va faire attention au rythme et pour les maintenir en bonne santé tout simplement. Donc on va couper. On jouera le 18 à Colomiers à 14h30 sur le Bristaton. Colomiers qui je pense une équipe un peu dans le même profil que Longueville, c'est-à-dire avec une dynamique qui commence progressivement à s'inverser et des victoires. Je pense qu'elles doivent être sur 2 victoires d'affilée en championnat. C'est une équipe qui a recruté des bonnes joueuses cet hiver et qui devrait, je pense, se maintenir tranquillement sur la deuxième partie de saison. Donc méfiance, abordons le rendez-vous avec sérieux et continuons à rester là-haut avant de nous déplacer à Cannes le 3 mars. Cannes qui sera le gros rendez-vous, le gros choc de cette D3 si tout va bien, puisque on vous rappelle qu'on est première et qu'elles sont juste derrière nous, enfin même à égalité de points. Donc ça sera le gros choc de cette D3. On a ensuite parlé de la R1 qui a fait un très bon résultat parce qu'elles sont allées gagner 5-2 face à Montauban. Pour la R1, c'est un super résultat. Pareil, la R1 a eu un début de saison un peu en dents de scie parfois, et là elles sont plutôt sur une bonne dynamique. Espérons aussi qu'elles poursuivent et qu'elles continuent d'être le plus haut possible dans le classement. Et pour être totalement complet sur les féminines, les U19 elles ont perdu 4-1 face à Saint-Etienne avec un but de Lambert. On remercie Antoine Gérard qui nous fait toujours le plaisir de nous répondre tous les mardis et on peut vous faire profiter de ses analyses chaque mardi. En tout cas, c'était un bon week-end, hormis pour les 19 et la N2, mais un bon week-end dans l'ensemble pour tout le centre, les filles, et puis pour aussi les pros, puisque maintenant on va passer à ce retour de Reims TFC. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? La composition de ce Toulouse Football Club pour ce match à Reims, alors, c'était du reste: Dessler, Mawissa, Nicolaïsen, Soiseau, Siro, Schmidt, Bodo, Numdaninra, Babika sont entrés en jeu, Kamenzi, Gélabert, Magri, Skita et Casares. Une compo très offensive sur le papier. Avant qu'on passe au point des gars, on va remercier tous ceux et celles qui étaient au Danube, qui étaient présents pour ce match, pour avoir vibré tous ensemble, même si on était stressés. On a vibré. Ça fait 2 Danubes là où on a des émotions entre la séance de tir au but et là, mais c'est mieux quand ça se termine. Il y a quand même une stress du début à la fin. Ouais. Ça faisait longtemps quand même. Ça faisait plaisir en tout cas. Ça faisait plaisir avec des super petits croque-monsieur en plus. Oh ouais, c'est trop. Et merci aux gens qui étaient là. Franchement, ils étaient sympas. Il y en a plein qui sont venus nous voir, discuter avec nous. Donc n'hésitez pas. C'est aussi l'occasion de nous contacter pour participer à l'émission, parce que c'est toujours ouvert. Le concert de Pascal qui était beau. C'était magnifique. On l'embrasse. Allez, vos points. Tiens, enchaîne avec tes points, Nathan. Mes points? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Oui, j'énumère mes points ou je les énumère juste et je développe après ou... Ah oui, ça fait longtemps que t'es pas venu, toi. Non, j'avais a-t-on trouvé la solution aux querelles offensives? Voilà. C'est tout? Le premier point. Non, mais donne tous tes points. Tu donnes tes points. Je donne mes points. Ça fait longtemps, moi, je suis plus habitué de l'émission. Mais je vois ça. Alors, second point, c'est gagne-t-on le match ou est-ce Reims qui le perd? Troisième point, et là, le bas blesse. Donc, quel aurait été le discours si Caceres ne se transforme pas en poteau à la fin du match? Sur le groupe, il nous a rajouté un message. Mais derrière ces points-là, je suis content du résultat quand même. Non, mais en soi, encore oui. un, non? Non. Ah, je crois que t'en avais 4, pardon. Non, mais en soi, je suis content du résultat. Mais effectivement, il y a des choses qui me font penser que c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi, ce TFC. Ben. Alors pour moi, ce sera une victoire qui fait du bien et une tournure de match qui tourne enfin dans le bon sens. Et qu'est-ce qui s'est passé en seconde mi-temps? Problème mental, Reims qui a mieux joué, qu'est-ce qui s'est passé? Ox. Alors moi, c'est le fait qu'on ait peut-être enfin trouvé notre 11 type et un homme qui, je pense, va nous faire débattre, c'est Aaron Denhomme. Vincent. Il y a des jours où tout va, donc je trouve qu'on n'a pas été, on a stressé sur le global, mais quand on réanalyse, on n'a pas été inquiété dans 2 orages qui ont été le début de la seconde mi-temps et la fin de la seconde mi-temps. Et si on fait un résumé du match, on a vu 45 minutes de football et 45 minutes de TFC. Alors moi, j'ose le dire. Je pense qu'on a vu la meilleure première mi-temps de la saison jusqu'ici, mais que cette animation, pour pas dire dispositif, c'est aussi à double tranchant. Et moi, ça rejoint un petit peu ce que disait Ox, mais c'est plus lié au milieu de terrain. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé nos 3 titulaires du milieu de terrain? Et attends, je sais pas lire. Oui, et on a enfin trouvé un joueur capable d'occuper ce poste de numéro 10 qui nous manquait tant, avec Gbo, qui a fait un match très intéressant, je trouve.
Le Xanax, c'est à prendre avec précaution. trop Et honnête. pas tous les J'en ai jours. trop pris. Sacha, on va commencer par toi. Meilleur première mi-temps de la saison? Franchement, ouais. Alors, je dis pas qu'on a. Parce qu'il faut être réaliste, et ça se voit quand on regarde les chiffres. Je dis pas qu'on a ultra dominé cette équipe de Reims non plus, mais ils n'étaient pas dedans. Nous, on était dedans, et on a mis tous les ingrédients. On a vu du mouvement, on a vu des actions qui allaient au bout, on a vu du danger permanent. Enfin, sur tous les débordements, toutes les situations dangereuses, il y a 2, 3, 4 joueurs dans la surface, chose qui nous posait problème jusqu'ici. On a réussi à être très réaliste. Enfin, les buts qu'on marque, on les marque sur nos temps forts. On arrive à concrétiser. Et rentrer à 3-0, c'est pas un hasard. Quand on se dit pas qu'on a eu de la chance, on se dit que sur ce qu'on a proposé et les choses qu'on a fait, on les a bien fait. Donc c'était mérité. Et d'ailleurs, Reims a été piqué un petit peu et péché d'orgueil. Ce qu'ils veulent, ils se sont un petit peu bougés en seconde mi-temps. Mais sur la première, vraiment, il y avait pour moi, il y avait, sans dire qu'on a ultra dominé, mais tout ce qu'on a fait, c'était bien réalisé en fait. Donc les commentateurs étaient tous d'accord entre eux pour dire que c'était pas du tout un scandale et que Voilà. le 3-0 était plutôt bien. C'est pas le 3-0 où même s'il y a un péno, tu vois, c'est pas le 3-0 qui est poussif et que tu vas chercher et derrière tu bétonnes parce que c'est une chance absolue. Je me permets d'enchérir parce que c'est dans la continuité de mon point. Donc moi c'est pour la cohérence de l'émission. Non, mais c'est par rapport à cette animation offensive. J'ai trouvé que pour l'une des premières fois de la saison, alors il y a des matchs où on a été bon dans la construction du jeu, oui, au milieu de terrain où il y avait de la cohérence, mais là c'est la première fois où dans les transitions rapides on était efficace, où on était dangereux en 2-3 passes, où on se retrouvait dans la surface adverse. Et c'est dû à cette animation offensive avec ces ailiers qui pour moi ont vraiment un rôle crucial dans ce schéma de jeu que veut mettre Novell en place. Il a tenté quelque chose d'audacieux avec une équipe assez offensive. On était tous surpris au début, mais assez hypé. Moi, au moment où je voyais la compo, je suis arrivé au Danube en me disant on va encore passer un dimanche de merde. Et quand j'ai vu la compo après, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vrai que quand on a vu ça, au milieu de terrain, de casser des lignes comme ça ou dans 2-3 passes d'être On dans a vu la surface adverse, profondeur exploitée. on ne l'avait jamais vu. Et ça faisait plaisir d'être dangereux sur quasiment toutes les offensives dans le camp rémois. Et donc voilà, c'est pour ça que cette première mi-temps m'a aussi hypé. Pour la seconde un peu moins, d'où le fait que je reste un peu plus mesuré, mais je suis assez d'accord avec. Est-ce que ça serait pas une question de profil de joueur? Et là, je vais me retourner vers Auxence et Clément. Cette composition, est-ce que c'est pas, on n'a pas des bons joueurs qui sont à leur bon poste et qui fait que peut-être qu'on a une bonne première mi-temps? Pour moi, ouais, c'est ce que j'avais dit. Je pense qu'on a vraiment trouvé le 11 type. Alors pour commencer, on l'a quand même suffisamment critiqué. Je pense qu'on doit quand même féliciter Carles Martinez ce coup-ci. Pour moi, il y avait une vraie réussite tactique pour ce coup-là, donc bravo à lui. Ça va faire un jingle. Enfin, Clippez ça. Non mais c'est vrai, il faut savoir le reconnaître. On lui a suffisamment tapé dessus pour dire que là, une fois ça se passe bien. Tant Le mieux. Renovel est en place. Très joli, j'enchaîne. La ronde data. Oh, Non, ça c'est la rubrique après. on peut continuer à enchaîner ou pas? J'en ai pas. Non, pour enchaîner sur tout ça, c'est vrai qu'on a trouvé quand même une équipe beaucoup plus joueuse, beaucoup plus offensive. Et je pense qu'il faut quand même qu'on maintienne cette attaque. Parce que si on récapitule, on a Dalinga en pointe qui, quoi qu'on en dise, ça reste quand même une valeur sûre. Babika qui est à son poste de prédilection pour sa vitesse. Donum qui joue ailier gauche. Alors, il a été un petit peu changé de côté, mais c'est quand même un poste qu'il connaît puisqu'il jouait piston gauche à Liège. Et enfin, un poil plus en retrait, on a Yangbo qui, je trouve... colle bien dans ce rôle d'électron libre et d'animateur du jeu. Je les appelais les 4 fantastiques. Voilà, mais c'est ça, c'est les 4 Ça, tu t'enflammes pas trop. Quitte à s'enflammer, autant y aller. J'allais dire, c'est un peu l'enflammade dans ces trucs quand même là. Non, et pour terminer là-dessus, c'est vrai que ça va peut-être permettre à des joueurs comme Gelabert ou Sissoko de plus revenir. d'avoir une émulation. Non, alors je serais pas aussi cash que ça, je dirais d'avoir La une émulation. frontière espagnole, comme disait Fred dimanche. Non, mais si ça peut permettre une émulation positive. Il faut bien l'émuler, le pauvre Gelabert, parce que là c'est compliqué. Il va falloir les émuler un peu, mais. Ouais, c'est le seul truc qui est émulé chez lui, c'est la coupe. Hein. Oh, Yes. joli. Merci. Mais voilà, en tout cas, Ok. je suis satisfait. Tu parlais aussi de joueurs qui ont enfin retrouvé leur poste de prédilection. Je pense à Spearing, tout simplement. Oh non. Non. Là dur quand même. Pour le Dur, coup, mais- J'aimerais bien intervenir alors, sur Vas-y, Pardon. juste Sur ta compo, moi j'ai deux choses. Je trouve que mettre Donum à gauche, on perd son petit duo avec Dessler. Et je trouve que ça m'a un peu manqué. Est-ce que Babika est capable de jouer à gauche? Ouais, je suis pas sûr.
En tout cas, les contrôles pied gauche, c'était compliqué. Et après, je sais pas, Schmitt, il m'a pas convaincu. En fait, j'arrive pas à savoir qui mettre à côté de Siro. Alors attends, on va y revenir juste, mais juste pour finir par rapport à ça et le point de Clem de Gbo, et après on va y venir parce que je pense qu'il faut qu'on en parle du milieu de terrain. Gbo, qui est ta petite étincelle, genre. Gbo, on l'a pas encore vu énormément, mais je trouve que sur ce qu'on a vu, il a montré bien plus que tous les joueurs qu'on a pu essayer au poste de numéro 10, à savoir Gelabert. On sait que c'est compliqué. Schmitt, ça n'a pas été très très concluant. Et on a essayé qui d'autre? Siro, Skita. Et Skita, ouais. Et Siro qui est beaucoup plus à l'aise, plus bas. Et Schmitt, moi, alors, il n'a pas fait un grand match, mais je trouve que dans cette position de 8, il est peut-être beaucoup plus à l'aise que plus haut sur le terrain. Et je trouvais l'entente avec Siro pas trop mal. Alors, c'est à perfectionner. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je voulais faire avant cette émission un petit rétrospectif sur tous les milieux de terrain qu'on a essayé cette saison, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de combinaisons différentes, et je sais pas combien de matchs ont joué ensemble en cette position de pointe basse, Siro et Schmitt. Et ça aurait été intéressant à savoir si j'avais bossé, mais j'ai pas bossé. Je peux te le dire, à l'art spoiler, je crois qu'il y en a un. Ouais, chaque match ça avec change. des changements tactiques, mais Siro et Schmitt ensemble sur les points de basse. Enfin, relayeur, c'est rarement arrivé. Il y a toujours du Spearing, du Caceres. En général, il y a un qui joue un peu plus haut. C'est un milieu que je demande à revoir. Et juste pour terminer sur Gbo, je l'ai trouvé très 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 intéressant dans sa capacité à être proche de Dalinga, de proposer beaucoup de solutions. Il était toujours en mouvement, toujours à faire des appels. On sentait qu'il a beaucoup embêté la défense rémoise, qui ne savait pas vraiment comment le prendre, surtout en première mi-temps. Et voilà, il nous apporte enfin cette profondeur, cette capacité à orienter le jeu sur les côtés et à combiner dans l'axe avec Dalinga, qui se retrouve enfin avec un mec à moins de 16 km de lui pour combiner, ce qui aide, mine de rien. Il y a un peu de ça, ouais. Donc moi je demande à le revoir, ce Gbo, en espérant qu'il puisse être régulier maintenant à ce niveau de performance là. Ça serait beau, franchement. Pas mal de réactions sur les réseaux. On va commencer avec Fumo qui nous dit que la pièce tombera-t-elle du côté Reims c'était à chier ou du côté on a mis les ingrédients. Suspense. Thierry nous dit très belle première mi-temps, très peur en seconde. J'ai été agréablement surpris sur la première mi-temps. Jean-Luc, on a revu du beau jeu en première mi-temps. Cédric, bon match de Beau et Babika. Spearing, grand perdant de cette composition. Pour Bernard, très bonne première mi-temps avec surtout l'efficacité qui manquait jusque-là. Seconde mi-temps plus compliquée avec la réaction de Reims et les premiers buts de Reims, ça fait qu'on a reculé et on s'est mis sous pression. On a Jonas qui nous dit, qui souligne aussi, on va en revenir plus tard je pense, on en parle de la rentrée affreuse de Gelabert, de l'attitude déplorable de Donum. Lucas qui nous dit pour une fois qu'on marque sur nos temps forts, c'est Tolosa. On prend un but trop tôt en deuxième, du coup on a reculé, beaucoup trop reculé, moins de réussite la barre. Et Gelabert qui va en danger de contre, qui aurait pu, voire dû tuer le match. Thierry aussi souligne aussi cette barre de Dalinga qui aurait pu faire cogiter Reims. Maxime nous dit heureux d'avoir été démenti par les joueurs avant le match. Je disais on les verra jamais avoir le déclic pour gagner. J'étais bien content d'avoir tort. Après le but de Mawissa, parfois le destin est pour nous. Attention à ne pas se faire peur et tenir le score. On a vu les résultats face au Havre et Clermont. Pour en revenir au milieu de terrain, tout à l'heure tu voulais parler de Schmitt. Ouais, moi j'ai trouvé Siro très bon et Schmitt, je sais pas, j'ai du mal. J'ai plus de mal. En fait, quand t'as le ballon, ça va. Mais je trouve que défensivement, c'est plus compliqué. Ouais, Schmitt, il m'a pas convaincu sur ce match-là. Après, je sais qu'il revient de période difficile, il faut lui laisser du temps. Mais ouais, je verrais plus Caceres avec Siro, avec Beau devant, qui aurait plus de liberté pour attaquer. Avec ton fameux quatuor. Ça va être des choix aussi à faire du coach. Oui, tant mieux. C'est bien d'avoir ce genre de choix. Moi, je te rejoins, Schmitt, sur ce match-là un petit peu. Je l'ai pas trouvé incroyable. Après, à voir l'association des deux joueurs, peut-être à voir aussi. C'est des problèmes de riches qu'on n'avait pas. Oui, ça c'est sûr. Voilà, on a maintenant plusieurs solutions crédibles. Et par exemple, Caceres aussi qui peut venir faire du bien. À part si on décide de le titulariser au troisième poteau à chaque match, mais ça c'est une autre question. Il était bon. On marque sur corner avec un bon corner tiré, et Sacha pendant le live nous l'a dit, une belle analyse aussi. Diouf rejetait beaucoup de ballons et Soiseau a continué à chercher ça avec le but de notre recrue Mawissa d'après les commentaires d'Amazon Prime. Ensuite, le nom international gabonais d'après les commentaires d'Amazon Prime, coucou, Babika qui va chercher la lucarne. Ensuite, un penalty qui est très bien tiré pour le coup de la part de Dalinkra. Il a eu du courage de le prendre.
Je pense qu'il y a une Il politique a de du courage de le tu prendre, dois changer de Dalinga. tireur, Oui, j'ai l'impression. Je pense qu'ils sont deux dans la Et- hiérarchie. Ouais, parce que je bon, pense qu'il lui demande parce que sur pour moi, c'est Siro Il a qui le va- ballon, direct, Siro, c'est là. Siro Il qui a le prend le ballon ballon et et qui ouais. vient lui donner. Alors, est-ce qu'il prend le ballon pour faire un peu d'intox que le gardien se concentre sur. Mais je trouve que Dalinga, vu qu'il avait raté un pédo important récemment, il va le mettre. En plus, c'est Et le bien 3e but du match, donc il est très important. Donc c'est bien pour lui, pour la confiance aussi. On mène 3-0 à la mi-temps, on se sent intouchable, on est fort, on est content, on est heureux parce que c'est quelque chose qui nous arrive pas. Mais en face, sans vous mentir, pour avoir revu la première hier soir, Reims a des occasions et joue et nous permet peut-être de gagner aussi 3-0 et c'est ce qu'il faut, je pense, bien prendre en compte aussi. C'est qu'on avait une équipe de Reims très joueuse qui est passée un petit peu à côté. Et là, Nathan, je me retourne vers toi. Est-ce que Reims a totalement loupé sa première mi-temps ou nous, on a vraiment été si bons que ça? Je pense qu'ils n'ont pas abordé le TF de la bonne manière. Parce qu'on sait que nous, les seules fois où on est bon, c'est quand on a des espaces. Et là, on en a eu beaucoup. Oui. On en a eu beaucoup parce que c'est une équipe qui a essayé de jouer. Et c'est vrai que si on aurait eu un bloc, alors je dis pas de faire le but, c'est d'avoir un bloc compact tout le match, mais ça aurait été plus resserré entre les lignes, on aurait eu moins de lignes de passe qu'on aurait pu casser. Je pense qu'on aurait été beaucoup plus mis en difficulté. Après, tu l'as dit, ils ont eu quand même des occasions franches en première mi-temps. Pour moi, on les met en difficulté, mais c'est aussi le non-match de Reims qui n'a pas forcément abordé le TEF de la meilleure des manières qui fait que ça nous a facilité la tâche. Et alors, on gagne le match ou Reims le perd pour toi? Parce que les scénarios, en fait, voilà. jusqu'à la fin quand même. Ouais, non mais pour moi, on l'a vu sur la deuxième mi-temps, ils ont quand même abordé, il y a eu une prise de conscience, et ils ont abordé cette deuxième mi-temps de manière totalement différente. Et sur cette première, voilà, je pense qu'il y a eu des erreurs de consigne, voilà, on l'a vu sur les côtés. Moi, j'étais pas serein totalement aussi. On a vu qu'il y a eu 2-3 centres forts dans la surface. Ça manquait de tranchants offensifs aussi. Alors, je suis pas un suiveur du stade de Reims pour voir si ça fait quelques temps qu'offensivement c'est compliqué. Il manquait Ito Nakamura aussi. Ouais. Donc, Et ce qui s'est passé à Koulistil leur a fait mal aussi. ouais. Mais Donc, offensivement, c'est Ah, ouais. compliqué cette saison. Donc, voilà. Au niveau des attaquants de pointe à Reims, c'est compliqué. Après, ils ont perdu on a- successivement Boulaïdia et Balogun. Pas facile de se Tu le remplaces par Darami qui a été dramatique, le pauvre. surtout en première mi-temps. Donc on a profité quand même de cette faiblesse, mais moi ce qui m'inquiète aussi, voilà, je vais basculer sur mon inquiétude, c'est une équipe qui nous a peu inquiété en première, qui en deuxième mi-temps nous a quand même fait reculer jusqu'au point de nous foutre un 3-0 quasiment en seconde mi-temps. Donc voilà, je suis un peu, je peux pas me satisfaire totalement de cette victoire, étant donné que tu recules au point de te faire peur et tu es presque content de gagner 3-2 alors que tu mènes facilement 3-0 à la mi-temps. Enfin, Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Reims n'a pas été surpris tactiquement par le dispositif du TEF? Et le dispositif, c'est le même depuis C'est même août, possible. les gars. L'animation, tu veux dire. L'animation Les offensive, profils je veux des dire. joueurs. L'animation, Oui, le mec, fait c'est de- ces mi-temps-là, on les a déjà vus, ceux qu'on marquait pas autant. Le fait d'aligner des joueurs à leur poste de prédilection. puis on a vu des joueurs qui prennent la Des profondeur. profils de joueurs qui sont dans leur bon poste et qui t'apportent un plus, entre guillemets. Gélabert, quand il jouait côté gauche, tout le monde criait au scandale. C'est parce qu'on n'avait pas d'ailier gauche, parce qu'à Boucla, c'était baissé. Tu vois où je veux en venir ou pas? Oui. Enfin, il y en Sauf a que là, un qui on veut voit la s'allonger sur le différence. canapé après, qui va vouloir en parler de tout ça, donc on verra après. Mais Sacha, Ouais, moi je suis d'accord avec ce que dit Nathan et c'est aussi pour ça que j'ai envie de parler de double tranchant dans cette animation parce que j'ai l'impression que il y a vraiment du mieux, mais le fait d'avoir Beau, d'avoir des ailiers, d'avoir cette profondeur, ça nous découvre aussi. Et j'oublie pas qu'il y a quelques semaines de ça, on était ici à se demander est-ce qu'il faut jouer ou est-ce qu'il faut tout miser sur le résultat et occulter un petit peu la manière. Là, j'ai l'impression qu'on est tombé face à une équipe du Stade de Reims qui a été un petit peu surprise, qui a eu du mal à se mettre dedans, mais que si c'était un autre adversaire en face qui avait un peu mieux préparé son match, on aurait peut-être eu les mêmes situations, les mêmes occasions, mais que ça aurait pu tourner en notre défaveur. Et je me pose la question en fait. Moi, j'ai adoré ce qu'on a vu. J'ai adoré Yann Beau balle au pied. J'ai adoré la manière dont on a été chercher les ailes. Mais je me dis que voilà, par rapport à ce qu'on se disait, ou limite quand on était au fond du classement, on se disait rien à foutre, on mise tout sur le résultat. S'il faut bétonner, on bétonne. Là, on n'a pas été capable de le faire parce qu'on a essayé de jouer au foot. Donc Mais- où mettre le curseur? mais c'est surtout, Oui, c'est surtout qu'on a deux équipes qui ont voulu jouer. Moi, je pense que c'est très important ça. On a vu, je pense, l'un des plus beaux matchs du week-end. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, On a oui. quand même vu un joli match de foot. Ouais, rappelez-vous, même pendant le commentaire, on se l'est dit, Reims joue au foot, refuse pas le jeu, et même s'ils sont dans le jeu en première mi-temps, ils proposent quelque chose, et ce qui fait que toi, tu as des espaces, et ça va un peu dans tous les sens, etc. On a vu un vrai match de foot. Si tu as Reims en face qui fait du bétonnage, du machin,
est-ce que, enfin, je suis pas sûr que ce soit le même type de match non plus, quoi. Moi, j'avais un questionnement aussi. Est-ce que c'est Reims qui nous fait reculer en seconde ou est-ce que c'est peut-être des consignes de gérer le match? Moi, je me suis posé cette question d'avoir cet TFC aux deux visages, en fait. Inconsciemment, t'es à 3-0, tu recules. Même si ton coach te dit faut y retourner, on y va, on avance. Je suis désolé, mais il y a reculé, il y a se chier dessus. C'est deux concepts totalement différents. Parce qu'on n'a pas été efficace sur les occasions. Et parce qu'on ne sait pas gérer un match aussi. Et parce que aussi les remplaçants, pour moi, n'ont pas été très au niveau. Et parce qu'on essaye de gérer des matchs alors qu'on n'arrive jamais à gérer des matchs. Et pour vous, c'est pas Reims qui s'est dit on prend 3-0 à la maison, il va falloir se réveiller? Si, aussi. Je pense que ça joue. Puis en plus, avec le but de Thomas rapidement, là, tu te dis. Tu reprends de l'espoir à ce moment-là. Moi, je me dis bon, pourquoi pas aller l'accrocher. Tu reprends le scénario moins de la barre de Linga, c'est le 4. Voilà, il y a 3-1, oui, bien sûr. S'il le met, c'est terminé. Tu les tues. Voilà, donc mais tu le mets pas. Et donc, après, sur la seconde mi-temps, est-ce qu'on met assez d'ingrédients pour marquer ce but du break? J'ai pas l'impression non plus, parce qu'il y a ce premier but en effet de Thomas qui fait mal, mais derrière. On s'est pas remis à jouer. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. La tête, elle a fragile dans la tête. Il y a déjà un problème de parler de but du break alors qu'il y a 3. Oui, non, mais on en est à ce point-là, donc il y a oui, t'as un problème dans la tête. Moi, dans ma tête, je suis à 5-0, on n'est pas serein. C'était mon chiffre pour que je commence à y croire à la mi-temps. 5-0. 5-0, je me dis que le match est fini. Rappelez-vous la Coupe de France, à 4-1, on était tous en PLS, alors qu'on menait 4-1 en finale de Coupe. Non, mais moi j'ai une question, et soyez honnête. Qui était confiant à la mi-temps à 3-0? Moi, je me suis dit, ça peut arriver. Vu ta forme mentale, je me suis dit, le 3-3, il peut te pendronner si tu prends un but rapidement. Il y a un quart d'heure à tenir en deuxième mi-temps, faut pas prendre de but. Ouais, et Thomas tu l'as a marqué, pris. on a dit, ça, là on est dans la merde. Moi je me suis dit, on fait tellement la mi-temps parfaite qu'il peut rien nous arriver, quoi. Ouais. Mais c'est par contre, et vous imaginez le cataclysme que ça aurait été si on aurait pris ce but à la fin, quand même. Mais on l'a pas pris. Non mais pour ton mental, admettons, parce que on parle quand même d'une balle de 3-3 où tu peux quand même prendre un 3-3 à la fin. Avant le match, tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Moi, le match nul, je signe direct. Mais il y a la bannière. Non mais je signe pas pour un 3-3 où tu mènes 3-0 à la mi-temps et tu te fais égaliser à la 95e. Alors que t'es mené 3-0 à la mi-temps et tu égalises à la 95e, c'est pas la même saveur. Est-ce qu'elle nous ferait pas du bien mentalement? Bien sûr. Après, on regarde plus les résultats par chance. Enfin, je regarde plus le jeu, je regarde que les résultats. Par chance, on a eu quand même du contenu à se mettre sous la dent dans cette première mi-temps. Mais pas plus un peu plus que d'habitude. Toujours dans la même. Du contenu offensif, je parle. Voilà, offensivement, on s'est dit cette équipe est capable de, donc ça fait du bien. Ça rassure aussi de se dire qu'on est capable d'avoir une réaction d'orgueil, d'être dangereux offensivement. Donc, forcément, oui, ça fait du bien. On va pas cracher dessus. Non. Ouais, et je voulais juste parler, donc, à votre avis, combien Toulouse a perdu de points après avoir ouvert le score depuis le début de saison? 30. 1000. Quand même trop. 1000, c'est le ressenti. 15 points sur 6 matchs. C'est beaucoup. Pardon. 10 à domicile, je crois. Oui, c'est ça. 10 à domicile et tu te fais retourner 3 fois. C'est-à-dire que tu mènes au score et tu perds le match au final. Donc ça arrive régulièrement. Je vous rappelle qu'il y a clairement où tu prends un but dans le traditionnel et on se dit si le match fait 5 minutes de plus, tu le perds. Et je trouve qu'on a un peu retrouvé cet état où... Le Havre. Le Havre aussi. Voilà, tu sais, où tu as cet état où même si tu menais, tu es en difficulté, quoi. Donc voilà, c'était la petite stat. 15 points perdus, c'est énorme. Mais est-ce que ça peut pas aussi peut-être... rappelez-vous, en janvier, à la Coupe de France, on a dit on marque nos occasions, on est plus efficace. Et là, ça continue un petit peu, on vient de le revoir. Est-ce qu'on serait peut-être pas en train de basculer du bon côté? Dans la tête, tu sens quand même que t'es fragile. Hein, mais... Ouais, mais tu vois, ce petit vent de fraîcheur, cette fois, t'as réussi. Des petits trucs qui arrivent qui te mettent un peu plus de... Je sais pas. En tout cas, je pense que dans les têtes, celle-là va faire énormément de bien. Ça va faire du bien, mais il faut voir aussi avec quoi on va l'enchaîner. Parce que si tu fais cette performance-là pour derrière te chier dessus contre Nantes, attention, le match n'est pas gagné. Le match n'est pas gagné. Tous les bienfaits que tu auras eu dans la tête sur le match de Reims, ils vont partir, quoi. Oui, surtout que Nantes, en plus de ça, ils vont se déplacer très affaiblis. Donc là, c'est quand même un match après. On en parlera vendredi. Je pense qu'ils vont rappeler Comboiré, Domenech. On tape surtout un top 10. Le dernier top 10 qu'on a tapé, c'était Rennes l'année dernière. Monaco, mais en fin de saison la dernière. Allez, Monaco, je te la vois. Ils sont en vacances à partir du mois d'avril. Liverpool quand même. C'est une blague, ça va. Mais il y a surtout qu'on fait la belle opération du week-end, les gars. Montpellier a perdu. Nantes a perdu. Le Metz qui perd, même si c'est Lorient qui gagne, mais Clermont a perdu. Chaque week-end, on se dit c'est la bonne. Non, mais là, c'est vraiment là. Non, mais vraiment des points. Oui, mais là, toutes les planètes étaient alignées. Là, il faut transformer l'essai contre Nantes. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais, on est tourné avec le débat entre la manière et les résultats. Et au final, je te rends compte qu'avec une victoire, on remonte quoi, on est 12e là. Voilà, là il y a un gap après. C'est ton plafond. On est qu'à 3 victoires de Marseille. Et j'ai une petite l'historique parce que c'était la 200e victoire à l'extérieur du club. Oui, c'est vrai. Donc on a oublié les confettis, mais voilà, c'est un week-end positif dans l'ensemble. On a pris le champagne, mais voilà.
Après, c'est normal d'être mesuré quand tu vois ce que tu as mangé depuis le début de saison. Mais tu vois, on disait qu'on va s'occuper que du résultat, mais je pense que le résultat, ça vient souvent avec la manière aussi. Quand même. Bien sûr. Les équipes qui jouent pas en général, c'est. Si Caceres écarte un peu trop les jambes. Oui, c'est vrai. Si Caceres écarte un peu trop les jambes, t'as eu la manière et le résultat y est pas. Ouais, c'est vrai. Les prestats individuels, rapidement, il y a un petit monsieur. Oui, c'est ça, non, continue. Ah, ok, il y a un petit monsieur qui commence vraiment de s'imposer. Il y aura un débat vendredi, je peux vous l'annoncer direct. Que faire entre Costa et Mawissa. Mais c'est pépite en pépite. En plus, il marque son premier but en pro. C'est le deuxième joueur le plus jeune depuis Bafo Diakité à marquer avec le TF. Enfin, le mec derrière, il est serein. Ça monte balle au pied. Il dégage une puissance, une sérénité. Enfin, moi, Daramy, il l'a mis dans sa poche, mais à droite, à gauche, derrière, devant. Enfin. Et il rend Nicolas Hyssen meilleur aussi. Et il rend Nicolas Hyssen meilleur. Parce que Nicolas Hyssen aussi fait un bon match. Les deux Et on l'a oublié de le dire, mais il a failli prendre un petit rouge. Il est sur la ligne. Oui, c'est vrai que par contre, il est à 2 doigts de. Ouais. Pour moi, il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui suscite un petit peu le débat aussi, c'est notre numéro 15, Aaron Donum. Alors bon, je vous l'accorde, il sortait d'un mauvais match contre Lens. Encore une fois, il n'a pas été très très bon contre Reims. Il a été trop souvent en difficulté. Il doit faire mieux sur ses transmissions et sur le 1 contre 1 qu'il a sur Evan Diouf. Oui, mais on se répète en plus. Mais c'est un rond-point. Beyblade. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Mais bon, sur ce match, il faut quand même lui mettre à crédit le penalty qui gratte. La il va le chercher. En direct, on l'a défoncé parce qu'on n'avait pas vu la faute. Il y a que c'est Fred qui l'a vu au ralenti. Sans la VAR, même au ralenti, si tu regardes pas bien. Mais sur le direct, on l'a défoncé, on comprenait pas. Cette réaction est marrante parce qu'il direct, il regarde l'arbitre, il tape sur l'oreille en disant tu vas voir. Pour l'instant, il n'y a pas de faute, mais tu vas voir. Il a vraiment l'air convaincu de ce qu'il dit quand même. Mais après, c'est pas le premier. Donc pour revenir sur lui, c'est vrai que les arrivées de Beau et surtout donc du coup de Babika vont lui amener de la concurrence, là où jusqu'à présent il était assez intouchable quand même, il faut le dire, depuis le début de la saison. Mais alors, je pense qu'il en frustre pas mal, mais je persiste et je signe. Pour moi, Aaron Donum, c'est une très très bonne recrue du mercato estival parce qu'on n'a pas de mec comme ça, on n'a pas de profil comme lui. On a besoin d'un joueur un petit peu teigneux, un petit peu nerveux qui apporte ce genre de compétences mine de rien dans l'équipe, parce que là où on se plaint d'avoir une équipe qui est parfois trop plate, sans leader, sans relief, là c'est vraiment quelqu'un qui a la niaque et qui s'arrache. Alors on est bien d'accord, de temps en temps il se chauffe même un petit peu trop, mais moi je pense que c'est vraiment un joueur qui est indispensable, et même si en ce moment il est peut-être pas à 100%, il stade pas, problème. Mais moi je pense qu'il faut le garder, que ce soit à gauche ou à droite. Moi je trouve qu'il est vraiment meilleur avec Dessler. Ça faisait un petit moment qu'il était orphelin de Dessler, et maintenant c'est Dessler qui est orphelin de Donum sur la droite, quoi. Mais Donum sera la concurrence, c'est Sissoko et Njouma. Ouais, donc ça devrait aller pour lui. Magri parce que Magri là, il veut pas enlever Dangaz, qu'il a le totem. Ou Gelabert, ailier gauche. Ouais, non, autant dire qu'il est tranquille, quoi. C'était de la. Puis ouais, je pense plus beau dans ce cas-là. J'aime bien le côté hargneux dont tu parles, mais je trouve que il me frustre en fait parce qu'il a aussi le côté justesse. L'ouverture qu'il met sur Dalinga qui amène au but de Babika, il a essayé de chercher dans le dos de la défense, il fait des petites louches. J'ai toujours l'action en tête, je sais plus quel match c'est, où il part seul au but. Il fait la petite passe pour Dalinga qui rate son face-à-face. Il a ce petit côté où quand ça se connecte, il a le geste juste dans l'altruisme. Et c'est pour ça que quand il fait 1, 2, 3, 4 touches de trop, qui revient beaucoup sur lui-même, qui sait pas trop quoi faire avant de donner le ballon, ça me frustre un peu, parce que au-delà de ce côté que tout le monde voit, hargneux, teigneux, qui met un peu de peps, d'ailleurs il n'est toujours pas pris le carton rouge alors qu'on avait lancé les paris en début de saison, mais je trouve qu'il a aussi la justesse technique, ou dans la passe ou dans le geste juste, que ça n'arrive que trop rarement pour moi. Il a encore une manière à progresser sur ça. Il a un vrai axe de progression, mais ça n'empêche que pour moi il faut le garder dans le t'amène autre chose. Oui. On dit qu'il a pas staté, mais il a quand même perdu 16 ballons contre Reims. C'est pas rien. 16 ballons, oui, putain, c'est pas rien. Mais après, un ailier qui provoque, qui perd des ballons, ça me gêne moins, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il tente. Alors, c'est chiant, mais il tente au moins. Il a mérite de tenter. Mais je suis d'accord, c'est un profil qu'on a. Après, ça dépend du ballon, si c'est perdu sur une passe ou si c'est perdu sur le 40e. Il va être complémentaire avec Babika aussi, qui est un vrai ailier, comme les appelle Fred et mec Ngoumou là qui court. Il y a, juste pour finir, on fait quoi avec Spearings? Il est dégagé de Lens, qui est un schéma à 2. Il vient chez nous, au final, pour le début de la saison, c'est un peu compliqué à part sur 2-3 matchs. Il revient en héros. Il revient en héros, ouais, mais on l'aime toujours. Mais là, sportivement, il y a quand même un message qui est envoyé. Ça fait 2 matchs qu'il rentre pas. Pour moi, s'il y a plusieurs choses, c'est que déjà, il n'a pas de valeur te concernant. Donc forcément, à le faire jouer, tu as peut-être moins de besoins que tes joueurs, que peut-être sur lesquels tu veux faire une plus-value ou que tu veux vendre. Puis ouais, puis il n'est pas dedans, quoi.
Puis là en fait, je pensais qu'il était rentré, mais pas du tout. Ça veut dire qu'il est même pas. Voilà, il est derrière dans la hiérarchie, il est bien chuté. Je vais être même un petit peu plus pragmatique. C'est vrai que là, on est le 6 février. Dans un peu plus de 3 mois, on sait qu'il est plus là. Ah, je pense que c'est ça. Donc le problème, c'est qu'il va falloir s'adapter à des joueurs justement comme Caceres, qui est un petit peu son profil et qui doit avoir plus de temps de jeu parce que lui, la saison prochaine, on sait qu'il sera là et on compte sur lui pour prendre justement la relève du Spearings de la saison dernière. Après, pour le coup, ça aurait pu être. On est d'accord, je l'enterre pas. Je dis pas qu'il faut le mettre sur le banc et le placarder, mais on dit que ça aurait peut-être pu être une bonne idée de le faire rentrer en seconde mi-temps pour apporter un peu de. Avec Caceres, pourtant. Fait une bonne rentrée. Oui, non, je dis pas que, comment dire, c'est pas la place d'un autre. Ça aurait été compliqué, je pense. Je pense qu'il aurait peut-être pu apporter au niveau un petit peu de l'expérience et de la sécurité derrière. Puis, pardon, il était quand même régulièrement, enfin, ils l'ont mis 2-3 fois en caméra sur Prime. Il tirait la gueule. Hein. Normal, hein, mais après, moi je comprends. S'il faut dimanche, il est titulaire. S'il faut la gestion humaine, la rotation. Peut-être des petites blessures, des suspensions, puis la concurrence, ça s'applique à tout le monde. Puis t'as que 4 milieux de terrain. Tu sais que c'est un joueur, s'il rentre, ne serait-ce que pour le petit côté vicieux expérimenté, il va te faire du bien pour aller gratter le temps qu'il faut pour, je sais pas, garder les ballons. Quoi. Vos top, vos flops, et après on enchaîne avec le divan. Bon, je peux y aller. Top Caceres et Mawissa, pour moi. On en ajoute un autre ou pas? Babika, non. Babika, quand même. Encouragement, mais oui, il va gêner sur le Babika, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, on n'aura pas le temps. 2-3 contrôles dégueulasses. On va lancer un gros scud, on va pas sur des copains, mais c'est le genre de joueur qui, techniquement, il va être compliqué, ça va pas être souvent, mais il va nous faire du bien. Et pourtant, son but, il est beau, il est fin, mais... Petit top sur Guillaume Rest qui fait un petit sourire à la caméra. C'est pas ça, génial. Et Go pour l'animation offensive, top quand même. Flop. Soiseau, le port. Ouais, Soiseau qui revient souvent. J'ai mal pour lui. T'as même Maxime qui suggère de retour de Costa, de faire glisser Mawissa à la place de Soiseau. Mawissa, c'est axial. Pas la vendredi, je suis d'accord. Mawissa, c'est axial droit ou axial gauche. Laissez-le à son poste. Après, je suis d'accord, c'est une solution pour s'adapter, mais Mawissa, il doit rester dans l'axe. Il doit s'imposer et on doit le laisser. Costa, canne ou pas canne. Il va falloir qu'il montre à l'entraînement qu'il a la grinta pour le bouffer. Rendez-nous si là. Et je te le donne quand tu veux. Et flop Donum à gauche. Parce que moi j'aimerais le revoir à droite avec Dessler et je trouve vraiment que leur duo il est incroyable. Et là, il est très bon et là c'est pas le cas. Non, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc peut-être Schmitt aussi qui est un petit peu décevant, mais pas sur ce match-là. Et la rentrée de certains. Ouais, les remplaçants, l'apport des remplaçants. Alors c'est Tolosa qui soulignait comme la plutôt bonne entrée de Kamanzi pour une fois. Oui, c'est vrai. Ça va, quand même. Sur l'échelle Kamanzi, c'est pas trop mal. C'est mieux. Et gros top quand même, faut pas l'oublier, Caceres quoi. C'est quand même. Je l'ai dit. Tu l'as dit? Ouais, j'ai dit. J'ai rebondi dessus. Ah oui, d'accord, j'avais pas entendu. Je t'écoutais pas, je suis désolé. C'est normal. Allez, messieurs, on a fait un énorme flop, la rentrée de Gelabert. Ouais. Quand même très 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 compliqué. Ça arrive. Et attention Rasmus, les cartons. Oui. Est-ce qu'on attend de terminer avec la stat du match en 10 secondes? Oh putain, c'est... Oui, vas-y. Bon, allez, je vous donne le chiffre. Déjà, ça sera 7. C'est une excellente stat qu'on a trouvée sur TFC Data. Le nombre de ballons touchés par Gelabert? Alors, pas seulement, mais non, je rigole. En 45 minutes à Reims, le TFC a marqué autant de buts que lors de ses 7 précédents matchs de championnat. Donc, c'était 3 buts. 3 buts répartis contre Metz, Monaco et Lorient. Et petite fun fact, quel est selon vous le dernier match de Ligue 1 où le TFC a marqué 3 fois? Metz. Merci, au revoir. Pompidou était encore président. Allez, on enchaîne avec le divan. Quoi de neuf, docteur? Bonjour Charles. Ah, ça me fait toujours rire ce putain de discours. Bonjour les gars, bonjour à tous. Salut. Bonjour. Bienvenue sur le divan du professeur Data. Par quoi veux-tu commencer aujourd'hui? Dis-moi tout. Eh bien écoutez les gars, aujourd'hui je vais vous parler du grand débat qu'on a eu en interne avant d'en parler ce soir. Carles a changé quelque chose dans sa vie, incroyable, c'est beau. Pour moi il a changé tactiquement quelque chose. Okay. Donc j'ose espérer que c'est pas les joueurs qui entre eux se sont dit on va changer la tactique dans le match avec les joueurs qui sont. J'espère juste que ça continuera, c'est-à-dire qu'en fait avec Beau en 10 et 2-6, on est vraiment beaucoup plus intéressant offensivement, beaucoup plus créateur et on prend beaucoup plus de profondeur. Donc
ça a été beaucoup le débat entre nous, avec Ami, avec tout le monde. On n'a jamais changé de système. Si, on a changé d'animation, si tu préfères, mais on a changé réellement d'animation, voire de système. Parce qu'aujourd'hui, on a trouvé peut-être un vrai 10, un 10 qui est sous l'attaquant, presque un vrai complément de l'attaquant, et c'est très très intéressant pour nous. Mais c'est tes joueurs, pas ton système que tu changes. Si tu fais... Non, mais si tu fais ta même animation, tu mets Gelabert à gauche, tu mets Skita en 10 ou... J'en sais rien moi. Ou Gelabert à gauche, Siro ou Schmitt. Oui, tu as déjà eu ce genre d'animation. Ouais, tu as eu déjà ce genre d'animation. Non, c'est juste, tu as des ailiers qui jouent à leur poste et qui apportent de la profondeur. C'est plus ça qui a changé aussi, je pense. Ouais. Bon, après c'est un avis. Oui, non, mais attends, je le partage. Attends, parce que Charles, avant que tu penses quoi que ce soit, je leur ai tous ceux qui sont pas sur le groupe, ils ne savent pas de quoi on a parlé. Ils découvrent en même temps le sujet, hormis Ben et Vincent. C'est pour ça que je suis pas intervenu. Les autres, non, mais que ce soit Cass, qui m'ont même demandé mais de quoi il va parler. Je dis vous verrez en direct, je ne vous dis rien. Je préfère insister sur ce point. Je veux bien encore apprendre le football, mais je pense que j'en connais quand même un petit rayon, sans indiscrétion et sans me prendre pour un autre. Mais aujourd'hui, réellement, on a toujours joué avec un 6 et un 8, plus un 8 plus sur le terrain. Et là, on a joué vraiment en 4-2-3, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Non, moi je suis désolé Charles, non, on n'a jamais joué en point de base, jamais. Ou peut-être pas jamais, peut-être une ou deux fois sur 2-3 trucs, mais on n'a jamais commencé un match avec une point de base. Sinon Spearings, pourquoi on se pose la question pourquoi il performe pas? D'accord, ok. Bon, merci pour ce soir, du coup. Mais non, mais c'est intéressant parce que t'es pas le seul à penser ça. T'es pas du tout le seul à penser ça. Ça se lit pas mal, ouais. Et c'est juste une question de profil de joueur. Tu remplaces Beau par Schmitt et Gelabert par Babica et Donum. T'as déjà eu ces compos-là. C'est juste que là, on a changé de profil de joueur. Alors, peut-être que dans certaines animations, t'as des trucs qui ont changé, mais on a toujours joué en 4-2-3-1 depuis le début de la saison. Si t'as un Aboukhlal en début de saison qui se pète pas, c'est vrai que t'aurais eu ce genre de schéma tactique avec ce joueur sur le côté et qui aurait peut-être apporté plus on aurait l'impression d'avoir le genre d'action qu'on a vu c'est fou d'avoir vu dimanche. Tu vois, si là cette impression là, c'est qu'il y a vraiment qu'il y a un changement, qu'il y a eu quelque chose quand même, parce que les joueurs. Charles, t'es pas le seul, et si tu as vu ça, c'est que ça montre que peut-être avant où il y avait de la bouillie, c'était trop brouillon et qu'on n'arrivait pas à voir, ou que là on a rendu une très belle copie. Mais est-ce que pour moi c'était pas plutôt, en fait, ce que les gens voient, c'est là on a vu que Beau, on sait qu'il peut jouer 10, alors que quand c'était Siro, on se dit il est 8, donc on joue forcément un 6 de 8 aussi. Parce que c'est pas le nom du mec, on se dit il est attribué à ce poste. Parce que je peux te dire que Siro, certes, il a pas été très bon, mais il a joué plusieurs fois en 10. Il a essayé. Oui, voilà, il a essayé. Et vous l'avez dit. En fait, ce qui se passe, c'est que en fait, on a joué avec 2-8 plus. Alors, j'essaye de m'expliquer. On a joué avec Schmitt, qui est pas un 10, mais qui est un 8 relayeur un peu animateur. On a joué avec un Skita un peu trop faible pour être un vrai 10. Et on a joué avec un Gelabert avec des jambes en argile. On a joué avec un Siro. Jean Rose. Oh non, alors même pas, on en parle. Mais Siro, qui n'est pas un 10, malheureusement. Ou heureusement pour nous, maintenant qu'on a Beau. Ce que je veux vous dire, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on a peut-être... alors déjà, même pour expliquer deux choses, pourquoi je te dis ce que je pense par rapport à ça, Camille, pour deux choses. Le seul but qu'on a mis dans le jeu, au moment où Donum fait la passe, tu regardes le positionnement de Beau, t'as pas eu un joueur à un moment donné dans l'année où tu avais un joueur qui était presque plus haut que Dalinga au moment de la passe. Parce que c'est une question de profil de joueur, c'est ce que tu es en train de dire, Charles. Il y a du monde de cabinet. C'est pas une question de schéma tactique, c'est juste que les mecs n'arrivaient pas à réaliser ce qu'on leur demandait à l'entraînement parce que c'était pas à leur poste. Siro, il était au four au moulin, il pouvait pas être devant. Gelabert, tu l'as dit, il a les jambes en carton. Jean-Ro manquait de créativité, c'était plus un contre-attaquant, contre-presseur plutôt qu'un numéro 10. Là, t'as Beau qui est vraiment un deuxième attaquant 10 qui est son poste, donc c'est normal que tu le retrouves à cette position-là. Juste Clément, vas-y, après Charles, tu tireras. Juste pour rester sur le but qu'on met dans le jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la passe, il y a 3 joueurs qui prennent la profondeur et 3 joueurs qui sont une option tout à fait crédible de passe. Et ça, on l'avait pas beaucoup vu depuis le début de la saison. Et je pense que ce que tu veux dire, Charles, et je vais te rejoindre sur ça, c'est que plutôt que mettre des profils défensifs sur les postes des deux du 4-2-3-1, tu as mis, comme tu l'as dit, Schmitt et Siro, qui eux dans un 4-3-3 peuvent jouer en relayeur et les mecs un peu plus haut que le numéro 6. Et c'est peut-être ça qui change, c'est que t'as pas Caceres Spearings par exemple. Caceres Spearings, tu les mets, je pense que tu joues plus bas.
Non, mais c'est là. C'est vrai qu'on va essayer de. En fait, toute la journée, je me suis dit, est-ce qu'il a peut-être raison, Camille? Et en fait, c'est vrai qu'il a peut-être aussi raison aussi. Donc, je l'accepte. Non, mais c'est pas une question que j'ai raison ou que j'ai tort. C'est vrai. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Attends, je vais essayer de corroborer ce que tu es en train de dire. Et c'est réel. C'est que peut-être qu'avant, Carles, il avait des idées, mais il n'avait pas les moyens. Maintenant, il a enfin les moyens de ses idées. Enfin les moyens, nous emballons pas, mais sur ce match-là, c'était pas mal. Sur un match. Oui. T'as un joueur qui peut jouer 10 et qui a au moins montré quelque chose. Ou c'est l'inverse, il a enfin des idées. Ces idées-là, des idées qui payent. On a profité aussi, comme on va revenir sur ce qu'on a dit, mais des espaces laissés du côté de Reims aussi. La manière, c'est l'adversaire qui a créé aussi le fait qu'on a pu se projeter aussi facilement offensivement, je pense. Je peux pas penser qu'avec l'intelligence de Will Steele, il n'ait pas étudié notre équipe. Et on est d'accord, c'est ça qui me surprend aussi. Mais... Tu t'attendais à cette compo? Très bonne question. Oui et non. C'est le métier. Il y a toujours mon préféré qui est sur le terrain, vous le savez. Mais oui et non, parce que dans l'ensemble, oui, je suis d'accord avec vous. Je m'attendais à cette compo parce qu'à un moment donné, Babika, sur ce qu'il a montré depuis le début, il était obligé d'être titulaire. Beau, qu'on le veuille ou non, c'est quand même plus solide que Skita. Et Siro, Schmitt. Schmitt, c'était le seul que je m'étonnais quand même, parce que je pense que j'aurais pu préférer prendre un Spiring. Mais bon, après, ce que je trouve intéressant, c'est que au moins, il y a des animations offensives, il y a de l'intérêt offensif et il y a des options offensives. Donc ça, on va quand même se féliciter de ça. Maintenant, Carles, Pep, Guardiola, Martinez, ce qu'il a comme problème, c'est qu'il a toujours pas compris que quand tu prends 3-1 au bout de 5 minutes de jeu, à un moment donné, tu peux pas mettre Gelabert. Tu peux pas faire entrer Gelabert. Tu fais ce que tu veux, mais tu dois un peu plus bétonner, tu dois un peu plus calmer et tu dois mettre un Spiring. Mais bon, après, c'est que mon avis. Là où, en fait, ce qui me rend heureux, en fait, cette semaine, et là où je me dis, enfin, c'est bon, c'est tranquille, je vais enfin passer une semaine sans Prozac, c'est de me dire qu'aujourd'hui, on a gagné et ça aurait été tellement grave de prendre ce 3-3. Ça aurait été tellement grave de prendre ce 3-3 parce que psychologiquement, notre équipe avait été marquée depuis le début de la saison. Dans la tête, t'es mort. Et puis c'est faute professionnelle, quoi. 3-0 et tout. Il faut quand même se dire que on est content et on se gargarise, mais on oublie quand même de se dire que s'il n'y a pas Olivier Tom sur la ligne à la dernière minute, il y a 3-3 et on rentre chez nous un pied devant, un pied derrière. Donc ce qu'il faut quand même aussi se rendre compte, c'est que voilà, notre équipe, elle a quand même au moins eu le mérite d'avoir un peu de chance dans le bon sens et de se permettre d'avoir au moins 1 à 2 semaines avant de se remettre dans le jus si on avait des résultats négatifs dans le championnat. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Maintenant, je pense que cette équipe, c'est l'équipe type. J'ai du mal à le dire parce qu'il y a un joueur que j'aime pas beaucoup, mais dans l'esprit, c'est l'équipe type. C'est qui, c'est Siro? Attends. J'ai pas envie d'en parler parce que je vais me faire gronder par. Non mais tu trouves que Siro a fait un mauvais match dimanche? Il a donné écoute-moi bien. Non mais vas-y, donne ton avis. Je ne répondrai même pas. Est-ce que juste tu trouves que Siro a fait un mauvais match? Le premier but de Thomas, regarde où est Siro. Juste déjà regarde où est Siro. Moi quand je drague une fille, je sais exactement ce que je dois lui dire parce que je suis bon quand je vais lui dire ça. Je vais pas lui danser avec elle parce que je sais pas danser. Et aujourd'hui, il nous a fait 20 matchs en essayant de nous faire des transversales à la Van Den Booven. Il a toujours pas touché quelqu'un de l'autre côté du terrain. Et si tu vas un peu plus loin, qui c'est qui met le centre sur Mawissa? C'est Chuazo. Combien de fois Siro a tenté un centre? Combien de fois c'est arrivé dans les fraises? Donc à un moment donné, on va quand même pas arrêter de lui donner de l'eau bénite à chaque fois qu'il fait quelque chose de moins bien. Après, qui est au duel avec le gardien sur le premier but? C'est Diouf qui donne le ballon à Mawissa. Oui, c'est Diouf et Siro qui est au duel quand même. Ouais. Siro, moi je vous trouve tous durs avec Siro, mais il est intelligent sur le premier but, il est au duel, il fait pas faute. Je veux bien être dur avec Gelabert, mais avec Siro, vous êtes 10 fois pire, c'est incroyable. Moi je rejoins Charles sur le coup des transversales. Non, ça, par parce contre, je suis d'accord. en fait, les gars, je vous le dis, mais ça c'est mon esprit, ça c'est peut-être moi, et puis je me ferai tirer dessus, il n'y a pas de problème. Mais j'espère avoir tort, parce que je suis pas là pour tuer un joueur. J'espère avoir tort. Mais un jour, on se rendra compte que dans les années à venir, on se rendra compte que ce joueur-là était le moins mauvais à son poste à ce moment-là. Et ça, c'est la réalité des choses. Maintenant, moi, je pense que, sincèrement, tu dois faire la même compo avec Spiring, Caceres. Mais après, ça, c'est que avec Spiring, Caceres à la place de Schmitt et Siro. C'est ce qu'on a vu depuis le début de la saison. On arrive beaucoup plus bas et tu vas être coupé en deux pour moi si tu fais ça. C'est de même profil, Caceres aussi, Spiring.
Bon, ben écoutez, peut-être que je serais un peu dessus. Mais c'est marrant, pardon, je rebondis dessus, c'est marrant parce que pour toi, Spearing, c'est un gros totem alors qu'il est vraiment pas bon cette saison. Et Siro, que moi je trouve qui certes au début de saison ça a été compliqué, mais il s'est battu, il a pas lâché. On voit qu'il donne. Alors oui, il a du déchet, c'est pas Van Den Boomen et ça, tout le monde le dit. Mais ouais, Arrêtez de les comparer. Ouais, non, c'est pas les mêmes, mais ouais. En fait, ce qui m'agace chez ce joueur, ce qui m'agace vraiment, en fait, c'est que il tente des choses qu'il sait pas faire. Et ça, c'est un truc je préfère qu'il soit dans son registre avec, tu sais, Touzard, il a fait sa carrière en faisant des passes en retrait. Gonalon, ça a été pareil, mais au moins il est réussité. Est-ce que tu te souviens des transversales de Van Den Boomen sa première année ou pas? Est-ce que tu te souviens des transversales de Van Den Boomen sa première année ou pas? Ouais, de toute façon, il les faisait contre Niort, arrière gauche. Ouais, non, mais je veux dire, non, mais des fois, c'était pas le Van Den Boomen qu'on a connu. Tu parles beaucoup avec ballon. Et ça, je peux entendre que des fois, sur ces transversales, sur ces changements de jeu, le changement de rythme, c'est peut-être pas. C'est pas là où il excelle. Par contre, dis-moi juste, et on va voir si on est d'accord ou pas. Si tu veux rappeler un jour. Non, mais tout le monde a son avis, il a le droit, et j'entends, il n'est pas le seul à penser ça. Et moi, je veux bien entendre plein de choses. Beaucoup de gens ont cet avis-là. C'est du débat, et c'est ce qui fait la richesse de l'émission. Mais Siro, dans son volume de jeu, dans le nombre de ballons récupérés, dans son placement, dans son déplacement, tout ce jeu sans ballon, si t'as pas un mec comme ça, bah, je suis désolé, Schmitt, lors du commentaire de match, quand il est sorti, j'ai regardé les gars, je dis putain, mais Schmitt, il jouait. Parce qu'on l'a pas vu, parce qu'à côté, t'avais un mec qui cravachait. Que avec ballon, ça soit pas Van Den Boomen, ça, on l'a tous compris, et c'est pour ça qu'il faut arrêter de les comparer. Mais dans son volume de jeu, il a 10 fois plus de volume de jeu que Van Den Boomen, il récupère beaucoup plus de ballons que Van Den Boomen, si on veut vraiment les comparer. Mais j'ai dit qu'on arrêtait. Et dimanche, je suis désolé, sans ballon, il a été très très bon. Il était toujours bien placé. Alors oui, il est peut-être sur le but. C'est vrai que sur Thomas, il est peut-être pas dessus. Mais enfin, Thomas, il en dribble 4 avant lui quand même. Et puis techniquement, c'est plus la zone de Schmitt que de Siro, là d'où vient le but. Voilà. Donc, est-ce que sur ça, tu trouves aussi que c'est pas le cas, ou alors t'as pas forcément fait attention? Mais qui colmate des brèches. Mais en fait, c'est toujours pareil. Quand tu es mauvais dans un côté, tu essaies de compenser de l'autre. Heureusement. Mais on va, oui, très bien. On va le féliciter au moins de ça. C'est vrai, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mais en revanche, j'espère qu'Auxence, avec son côté très très travailleur, et je compte sur lui pour qu'il m'explique combien de ballons il a récupéré, combien de ballons il a gagné, combien de ballons il a perdu. Paf, du taf. Alors non, qu'il va pouvoir me le dire, parce que là, tu es en train de voir une étoile, là où je vois une étoile. Mais non, mais je suis pas en train de te dire qu'il est ballon d'or, mais moi ce qui m'énerve, c'est qu'on enterre ce mec, et je te laisse parler à Auxence après, alors que c'est le patron du milieu de terrain. Et si vous n'êtes pas d'accord, pas de souci. Mais en attendant, si t'as pas Siro et qu'il est pas là, bah, t'as pas les mêmes matchs et les mêmes compos. Je vais rebondir sur ce que dit Charles. Je peux le croire. Je vais rebondir sur ce que dit Charles. C'est vrai qu'on a quand même eu une période sur plusieurs matchs. Alors effectivement, ça correspondait à un moment où Siro était un petit peu moins bien. Je ne serais pas forcément la replacer dans le temps, très honnêtement. Ça doit être entre octobre et novembre, où effectivement, Vincent Siro était souvent le milieu qui perdait le plus de ballons. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Non, mais il y a eu une phase compliquée, ça, voilà. Je suis d'accord. Mais il n'a pas duré 6 mois comme les gens veulent le faire croire. Comme toute l'équipe aussi, au final. Mais il a eu 2 mois catastrophiques en deuxième saison. C'est ça. Ouais. Mais après, il a su se reprendre. Il a eu des responsabilités énormes. Et Auxence parle il y a un mois, les gars. Donc déjà, ça fait déjà 4 mois. Octobre-novembre, il y a un mois. Non, c'est 3 mois. On est en février. Hein. Pour moi, c'est septembre-octobre. Mais c'est pareil, octobre, c'est pareil. Ce que je veux dire pour donner mon avis là-dessus, c'est vrai que Vincent Siro, c'est vrai que c'est compliqué de le comparer avec Branco Van Den Boomen. Faut pas le comparer. Voilà, déjà c'est vrai. Mais il se bat, il a ses qualités, ses défauts. Moi, très honnêtement, je trouve que même s'il a progressé, qu'il revient mieux que sur certains moments, ça reste quand même un joueur qui est limité. Encore heureux, il serait pas au TF, les gars. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Est-ce que Caceres est potentiellement meilleur? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui Est-ce que Spearing est potentiellement meilleur au même poste à 2 Potentiellement, oui, mais il est pas meilleur. Non, mais je fais pas. On joue le maintien, on a une équipe qui joue le maintien, quoi. Vous voulez des joueurs qui. Non, mais là, on prend juste notre effectif, les gars. Je ne demande pas de les comparer. Clairement, bordel. Je ne demande pas de le comparer à Tony Kroos. C'est pas Tony Kroos. On le sait tous. Mais par rapport à nos joueurs, est-il moins bon que Caceres? Est-il moins bon que Spearing? Est-il moins bon que Jalabert? Non, j'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est que si dans ses qualités, on doit lui donner le fait de récupérer des ballons, il faut quand même pas occulter le nombre de ballons qu'il perd, qui est quand même
assez important de nombreuses fois. Oui, parce qu'il tente des choses aussi. il a c'est pris pas des le- risques. C'est pas le 6 Made in Ligue 1, le Touzard, comme on en parlait. C'est pas le mec qui va récupérer le ballon et faire. C'est un capitaine, il doit, être à la, systématiquement. il doit être à la prise d'initiative aussi. Il Ouais. doit, En donc fait, forcément, c'est- le capitaine, moi, ce qui m'énerve avec ce il doit truc-là, c'est l'arracher, que forcément. S'il après, tentait les pas boussillons. ses passes et ses ballons qu'il perd, Ouais. tout le monde lui tomberait dessus parce qu'il les tente pas. Oui. Et du coup, il les tente, il les perd, et on lui tombe dessus parce qu'il les perd. Enfin, pour moi, ce joueur-là, c'est clairement mais c'est il a- le bouc Il est émissaire. pas en confiance Il y a non plus. des Quand sales il tente gueules. Oui, alors, le coup du transversal, moi j'étais d'accord avec Charles, mais c'est vrai qu'il a pas, on voit qu'il a pas l'air forcément en confiance quand il tente ce genre de choses. Mais qui Non, le j'ai pas tente le s'il souvenir peut- qu'il en tente 15 non Il en Mais tente c'est une des ou choses- deux et elles c'est n'arrivent des pas, choses- mais en pivot elles sont compliquées. Et puis c'est le bouc émissaire. Dès que ça va mal, c'est Siro. Aussi. Mais c'est- Bah, regarde, tu regardes le match contre Lens. Tout le monde passe à côté du match. On tombe sur qui? Sur Siro. À chaque fois. C'est toujours pareil. Moi, je vais vous dire, il va Parce mettre que- tout le monde non, mais c'est d'accord. pas- La c'est frappe pas- à c'est 25 pas mètres pareil. contre Lisbonne, là. Non mais c'est pas pareil, c'est que là, déjà je pense qu'on lui tombe pas dessus contre Lens, mais c'est vrai qu'il prend ses responsabilités. Ah, sur le- et malheureusement, je pense que le péno, il y en a qui, sur les- qui ont profité pour bien lui refoutre 2-3 Moi, coups. sur dans la les, gueule. sur les réseaux, j'ai vu passer beaucoup Ouais. de trucs Et sur pas Siro. que- pas Après, que dans la les violence. réseaux, ouais, Siro, dans on le sera stade aussi, jamais ouais. d'accord, mais c'est. Non, ça, c'est sûr. C'est ça qui est beau. incroyable. C'est un profil un peu ingrat aussi. Oui, il s'appelle Non, mais en Vincent en fait, plus. moi, ce qui me rend fou, c'est de voir les écarts. quoi. Beaucoup, C'est-à-dire que t'en as certains, j'en fais partie, où quand tu fais ta feuille de match au milieu, c'est le premier nom que je coche. Ouais, pareil. Et t'en as d'autres qui. Qui l'enlèverait au premier. Ah non, qu'ils le sortent comme Sissoko du groupe. C'est quoi. fou d'avoir un écart aussi important sur la conception du rôle d'un joueur. C'est parce qu'on voit pas la même chose dans les qualités que nous on voit, les autres ils voient peut-être des défauts aussi. On cherche peut-être pas la même chose sur un milieu de terrain. Je Ce pense. qu'il a souligné Charles, et il a pas tort, en soi on peut pas lui donner le contraire, c'est pas forcément ce qu'on a souligné non plus. Et ça va avec l'autre, ça dépend. Enfin, En fait, on revient toujours à ce débat alors qu'on parlait pas de ça, c'est incroyable. Il y a trop d'attentes C'est autour de lui. incroyable. Toujours trop d'attentes. Il doit combler 3 rôles en fait. Non mais en fait, et juste pour combler. Dernière. Pour conclure. Le cabinet a fermé. Voilà, avant que le cabinet ferme, mais sincèrement. Il y a des passements d'honoraires là. Vas-y. Non, on va reprendre à la balle. Je suis heureux, je suis content de l'effectif, je suis content de ce qui se passe. Maintenant, si je veux vraiment te dire, j'espère que dans 2 ans, on reparlera du cas Siro et on se dira juste une chose. C'était peut-être le moins mauvais de notre milieu, mais quel moins mauvais quoi. Possible, Quel et comme moins Silla, c'était pas un grand joueur et pourtant il fait partie des mecs qu'on a su aimer à la fin. Il faisait partie des meilleurs, des plus nuls entre guillemets. Mais des plus nuls en Ligue 2, Camille. Non, en Ligue 1. Et quand il a été Oui, meilleur il joueur était du meilleur TEF, joueur du TEF en c'était Ligue 1, la pire ouais, saison en Ligue 1. Enfin bref. Après vraiment, voilà. Enfin, on a eu pire que Siro quand même, hein, je pense, Oui, dans nos années noires là. Non, mais c'est qu'en fait, je pense que pourquoi en fait on est tous en train de faire un gros débat sur lui. Je vais vous expliquer, c'est parce que je C'est parce pense qu'on l'aime tous au sincèrement fond. qu'on a un milieu tellement moins bon que l'année dernière ou il y a 2 ans que finalement on est toujours en train de comparer avec ce qu'on a vécu et finalement on est là en train de trouver des qualités à quelqu'un qui est pas joli. Donc en fait c'est ça qui se passe. Oui, mais est-ce que tu retrouveras un milieu de cette qualité-là sur les prochaines années? J'en suis pas sûr non plus. Et c'est toujours pareil, on a eu le meilleur milieu de terrain depuis 15 ans au TEF qu'on a eu depuis Ça faisait très longtemps que t'avais. Je pense pas que des milieux comme ça, t'en retrouves toutes les. Regarde les équipes de Ligue 1, il y en a pas tant que ça, des excellents milieux. C'est fou d'être un personnage aussi clivant alors Ça me qu'on fascine. on a quand même eu Tongo Doumbia au TEF quoi. Ouais, et puis Des mecs comme ça, enfin je sais pas, j'ai un peu du mal. Non mais j'ai un peu du mal avec le fait de lui tomber dessus. Sacha, On peut dire- on lui on peut dire ce pas qu'on lui veut. tomber dessus, mais- On peut dire ce qu'on veut. Le trio Batave, légende du club, mais moi, Vincent Siro, je ne m'en rappellerai pas comme le moins mauvais. Je me rappellerai comme le groupe qui a tapé Liverpool au stadium et qui nous a aussi fait vivre des choses. Et je me rappellerai qu'on le comparait à Branco alors qu'il fallait pas le faire. C'est humain de le faire, mais il fallait pas le faire. Et ça a été un des capitaines du club. Là, ça fait je sais pas combien de matchs qui nous provoquent des pénaux, qui essaient de sortir des situations, qu'il a un volume de jeu, qu'il enchaîne les courses et qu'il fait les efforts, quoi. Alors, il est limité comme tous les autres, mais voilà. Respect, Bon. monsieur. Mais Bon, je veux pas. Ça sera la dernière fois, franchement, parce que j'ai pas envie de. Bon, on fera une émission spéciale Siro. Tu sais quoi, on ira même l'interviewer, ça ira plus. Bon, Charles, merci beaucoup pour ton passage. N'oublie pas la carte vitale et à bientôt. Ouais, merci les gars, bonne soirée à tous. Bisous. Et oublie pas d'envoyer la presta à la mutuelle si tu veux être remboursé. Ouais, À plus. bah, j'espère double. On te fera la facture. Hein. Tu demandes à Ben et il aime bien les chiffres. Je te mettrai pas le dépassement. Vu que c'est la première. Allez, à bientôt. Gros Bonne bisous, soirée, Charles. les gars. Ciao, ciao. Je pense que jamais un Suisse a déchaîné autant de passion. Messieurs, bon, on a Ils nous ont débordé. raccroché au On a nez. Là, c'est un cardiaque, là, clairement débordé. Siro, c'est Ouais, vraiment. Mais il déborde pas comme ça Siro. Ouais, non, il déborde Et- pas comme ça. Et pourtant, on est mieux classé que l'an dernier.
Voilà. Waouh. Merci Montagnier là, si tu regardes plus pour l'emploi. C'était gratuit, je rigole. On t'adore, Montagnier. Merci beaucoup. Reviens s'il te plaît. Merci beaucoup pour cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je pense que ça a déchaîné quelques passions. N'hésitez pas à commenter. Cool. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. On a tous nos avis, on débat, on peut être d'accord ou pas d'accord. C'est ce qui fait aussi le charme de l'émission. On C'est dira ce qui fait pas le foot que aussi. c'est ce qui fait Mais au le final, foot. on a toujours raison. Non, justement, non, on n'a pas de raison. On est personne pour donner des leçons. Tout le monde peut avoir son avis. C'est ce qui fait aussi la richesse des débats. Merci Sacha. Mais merci beaucoup. Moi, j'adore ça et je dis appelez ou venez ici parce que franchement, c'est frustrant de débattre et on a envie d'aller plus loin. Donc, vendredi, il y aura encore un super débat. Ouais. J'invite les gens à venir ici. Grave. Et ben il y aura le divan ne peut être ouvert pas qu'à Charles aussi. C'est là qui veulent appeler s'allonger sur le canapé. N'hésitez pas, c'est Serait pas des très belles cher. peuvent recevoir. Merci Ben. Merci beaucoup, c'était une super émission, on s'est régalé. Merci Nathan. Merci Camille. Content du retour de blessure. Très content, ouais. Ouais. Ouais, Ça va. je reviendrai, on est bien ici. T'as fait une bonne émission, moi je trouve. Pour un retour de blessure, c'était pas mal. Le destillaire de la feuille de match. On espère que tu reviendras vite. C'est chouchou. Bon, le chouchou, merci à la technique audio. Absolument. Et merci à la technique vidéo. Merci, j'ai une bonne nouvelle pour vendredi. Comme il n'est pas là, ce sera une super émission. Exactement, avec un gros débat Costa Mawissa où je veux défendre Mawissa, mais je donnerai mes consignes à mon ami Fred. Bisous, bisous. Ciao. Ciao.